Bismillah. Saint-Louis, Missouri, 15 ans plus tard. Dodo, l'enfant d'eau. Ponctué par le grincement du rocking chair, le refrain produit son effet sur le bébé de 2 mois que Shandy McDaniel tenait dans ses bras, et les paupières du nourrisson s'alourdirent. Quand Linda entra dans la pouponnière, Shandy mit un doigt sur ses lèvres. Chut. Le marchand de sable est passé. La cinquantaine dynamique, Linda, infirmière pédiatrique du centre d'accueil d'urgence réservé aux nourrissons, hocha la tête. « Ce n'est pas trop tôt, murmura-t-elle. La petite puce a eu une rude journée et je craignais qu'elle ne s'endorme jamais. Tu as fait des merveilles, encore une fois. Quel est donc ton secret? Rien ne vaut une vieille berceuse d'antan, assortie d'une bonne dose de patience. Baissant le menton, Shandy reporta son attention sur la fillette qu'elle berçait contre sa poitrine. Devant cette perfection, cette peau de velours, de ses traits finement ciselés, il paraissait inimaginable de se dire que la petite Émilie était ici parce que le compagnon de sa maman, une brute épaisse, avait cassé la veille le bras de celle-ci. Dépêchée par les services de l'aide à l'enfance, une assistante sociale avait déposé Émilie dans ce local rattaché au service de pédiatrie du centre hospitalier. Remplissant l'office de crèche ou de dispensaire selon les besoins, il faisait partie d'une des 5 structures pédiatriques d'urgence dont s'enorgueillissait la municipalité de Saint-Louis. Shandy continua à bercer l'enfant pour s'assurer qu'elle ne se réveillerait pas. « Tu as vraiment la manière avec les bébés ?» observa Linda qui attendait patiemment de prendre le relais. « Merci. » Le balancement du rocking chair ne faiblit pas. Shandy n'était pas pressée de regagner ses pénates. Elle effectuait un service de bénévolat à la pouponnière depuis maintenant 2 ans, et son rôle consistait principalement à apporter aux tout-petits la tendresse dont ils avaient tant besoin. Convaincue qu'Émilie avait rejoint le royaume de Morphée, elle se résigna et passa son doux fardeau à Linda, qui officiait cette semaine dans l'équipe de nuit. « Tu rentres chez toi ?»« Oui, demain dimanche. Je suis de garde aux urgences, dès 7 heures. Nous risquons d'avoir un afflux de patients car le temps a été exceptionnellement chaud. On se croirait en mai plutôt qu'en mars, et les sportifs, baigneurs et cascadeurs de tout poil seront de sortie ce week-end. Hier, le thermomètre affichait 32 degrés, un record. J'ai failli mettre l'air conditionné. Eh bien, passe une bonne soirée. À la semaine prochaine. Après avoir récupéré son sac et signé le registre de sortie, Shandy se dirigeait vers sa voiture. Selon les prévisions de la météo, le lendemain serait la dernière journée estivale. La pluie reprendrait ses droits dès dimanche soir. Il faudrait alors ressortir manteau et parapluie. En se dirigeant vers le parking, Shandy offrit son visage à l'air doux et parfumé. Le climat du Missouri était aberrant, même après les 8 années qu'elle avait passées ici à l'issue de son internat en pédiatrie au Cardinal Glennon Children's Hospital. Elle ne parvenait toujours pas à s'habituer aux brusques écarts de température. Elle n'en adorait pas moins Saint-Louis, et plutôt que de retourner dans son Iowa natal, où l'hiver régnait en maître, les 3/4 de l'année, elle avait préféré rester ici et exercer au West Country Medical Center, une clinique rattachée au centre hospitalier. Revers de la médaille, elle était obligée d'assurer plusieurs fois par mois des gardes aux urgences pédiatriques du dit hôpital, ce qui rallongeait considérablement sa semaine de travail. La circulation était fluide en ce samedi soir, il ne lui fallut que quelques minutes pour rejoindre Kirkwood et la grande maison, à l'angle de Ballas Road, où elle occupait un studio en rez-de-jardin. Les grands arbres bordant la propriété représentaient l'atout principal de la résidence et ajoutaient à l'esprit convivial qui régnait parmi les habitants, l'avait convaincue de devenir propriétaire de son logement. Elle rangea sa voiture au garage et entra dans son appartement où son chat, M. Wu, l'accueillit dans le vestibule et la suivit dans la cuisine en se frottant contre ses jambes, ce qui, traduit en langage félin, signifiait sans la moindre ambiguïté « j'ai faim ». Après avoir dûment rempli sa gamelle, elle se mit à préparer son propre dîner, une salade agrémentée de quelques miettes de thon et tomates cerises, et la mangea tout en prenant connaissance sur un des réseaux d'Internet des derniers événements survenus dans la vie de ses amis. Grande cinéphile devant l'éternel, Lisa cherchait le DVD de La Maison du Lac, un classique du film noir. Jenny annonçait qu'elle était de nouveau enceinte, et Hope partait dans quelques jours pour Paris, où elle allait passer 2 semaines aux frais de son employeur. Shandy finit de lire les mises à jour des pages de chacune, sans rien envoyer en retour.
Ses amis menaient des vies bien plus intéressantes que la sienne. Cela ne la dérangeait absolument pas. Elle ne se sentait pas faite pour la vie mondaine. Ses cocktails, vernissages et autres. Sur le point de refermer son ordinateur portable, elle s'aperçut qu'un icône apparaissait sur l'écran. Chase, son frère aîné, venait de se connecter. Malgré leurs 8 années de différence, ils avaient toujours été proches, davantage encore depuis qu'il avait repris les rênes de l'entreprise familiale et épousé la femme de sa vie. « Qu'es-tu en train de faire » tapa-t-il. « Je viens de rentrer de la pouponnière. »« Ah !» L'icône s'illumina derechef, annonçant la suite. « À bientôt, 40 ans. » Chase était l'heureux papa d'un petit Bobby de 3 ans qui faisait son bonheur et celui de sa femme Miranda. Le message s'inscrivit sur l'écran. « Arrête d'y penser. » S'adossant à son siège, Shandy repoussa son assiette, l'appétit envolé. Chaque fois qu'elle effectuait son bénévolat au centre d'accueil d'urgence des nourrissons, elle s'efforçait sans succès d'appliquer ce conseil. En berçant Émilie contre elle, elle avait dû retenir cette larme. « Je n'y pense plus, tapa-t-elle en retour. « Menteuse, répondit Chase. Un soupir aux lèvres, Shandy vit le reste du message s'afficher rapidement. Cela fait 15 ans, il serait temps de tourner la page, tu ne crois pas? Les doigts de Shandy tambourinèrent sur la table. Chase débordait de bonnes intentions, mais il ne pouvait pas comprendre. Bobby respirait la santé, alors que son bébé à elle était mort in utero avant d'être viable. Même s'il n'était encore qu'au stade de l'embryon, cette perte l'avait anéanti. Sa fausse couche avait eu lieu un 5 mars, et depuis tous les ans, elle redoutait cette date. C'était plus fort qu'elle. Elle pleurait alors son bébé mort, ainsi que les enfants qu'elle ne pourrait avoir. Ses proches s'en inquiétaient. Au bout de 15 ans, tu devrais avoir surmonté le traumatisme tout de même. Hélas, chaque année, aux alentours du jour fatidique, sa douleur ressurgissait, intacte. Le dernier psychologue qu'elle avait consulté avait jugé cette réaction normale, ce qui l'avait un peu rassérénée. Pour la première fois depuis 13 ans, elle avait été encline, sinon à un peu d'indulgence envers elle-même, tout du moins à se reconnaître des circonstances atténuantes. Comme chaque fois que Chase abordait le sujet, elle décidait de botter en touche. « Je dois me lever tôt demain, à plus tard. » Elle quitta le réseau et éteignit son ordinateur. L'horloge murale indiquait 8h30. Il était trop tôt pour aller se coucher et trop tard pour sortir. Elle devait commencer sa garde aux aurores. Une fois de plus, elle était réduite à passer sa soirée de samedi avec M. Wu pour seule compagnie. Comme s'il sentait qu'elle avait besoin de réconfort, le gros chat persan noir sauta sur ses genoux avec force ronronnement. Shandy le gratta derrière les oreilles, heureuse d'avoir écourté la conversation avec son frère et d'avoir évité ainsi son sermon habituel. Maintenant qu'il avait trouvé l'âme sœur et coulé des jours heureux, il voulait à tout prix qu'elle fasse de même. Ce n'est pas entre tes 4 murs que tu rencontreras quelqu'un, lui aurait-il seriné pour la énième fois. Sors, vois du monde, montre que tu es disponible, ouverte aux propositions sérieuses. Devait-elle aussi arborer autour du cou un panneau « Célibataire en quête de mari » rétorquait-elle invariablement. À supposer qu'elle rencontre un jour l'homme idéal, comment pourrait-elle l'épouser? On se mariait pour fonder une famille, avoir des enfants, et ce bonheur lui était interdit à cause de l'infection utérine contractée à la suite de la fausse couche. Elle avait perdu sa faculté de procréer en même temps que ses derniers espoirs de vivre avec Justine. Son grand-père, qui l'avait élevée depuis l'enfance, l'avait soutenue lorsqu'elle avait décidé de garder l'enfant, mais n'en avait pas moins considéré la fausse couche comme une intervention du destin, une possibilité de tout recommencer à zéro. Elle avait certes compati à son chagrin, mais Shandy avait bien vu qu'il était soulagé. Posant M. Wu sur les coussins du canapé ainsi qu'il seyait à son pédigré, elle se rendit dans la salle de bain. Peut-être pourrait-elle tourner la page cette année. Il y a 10 ans, sa psychologue lui avait demandé de se regarder avec lucidité, de dresser la liste de ses qualités et de se réaffirmer sa valeur dès qu'elle se sentait prendre pied à l'approche du triste anniversaire. Ce conseil tenait un peu de la méthode Coué, mais elle l'avait depuis scrupuleusement suivi. Debout devant le miroir,
elle sacrifia une fois de plus au rituel. Je suis un bon médecin. Une incantation ridicule qu'elle poursuivait pourtant, les mains agrippées au lavabo pour s'obliger à fixer son reflet. J'entretiens ma forme, je mange sainement, j'ai un quotient intellectuel supérieur à 140. Le chat entra et s'assit, la fixant de ses beaux yeux mordorés. Non, je ne suis pas folle, monsieur Wu. Un plissement de paupières lui répondit. Je suis une femme bien, continua-t-elle en se retournant vers la glace, responsable, sérieuse. Ce qui est arrivé n'est pas ma faute et ne remet pas en cause mon intégrité psychique ou morale. Être stérile ne m'empêche pas d'être une personne à part entière. Une phrase qu'elle répéta 5 fois, tel un mantra, ignorant les larmes qui perlaient à ses paupières. Dieu merci, la journée touchait à sa fin. Restait à survivre à celle du lendemain et elle serait tirée d'affaire jusqu'à l'année prochaine. Ben McCall, 14 ans, faisait partie des éclopés du week-end. Sur le terrain de baseball, il avait suffi du violent tir d'un de ses camarades pour qu'il se retrouve aux urgences en ce dimanche après-midi, escorté de son père, Justine. Après le triage à l'entrée, on l'installa dans une salle d'examen où une infirmière vint prendre ses constantes. La balle de baseball l'a heurté en pleine tête, expliqua Justine à la femme en bleu. Il est resté inconscient, mais nul n'a pu me préciser pendant combien de temps, quelques secondes, une minute. Il avait plié son mètre 85 sur une chaise en plastique noir des plus inconfortables. Son programme de la journée, regarder le Grand Prix automobile du Japon, tout en lançant une tournée de lessive, avait été bouleversé par le coup de fil paniqué d'un des membres de l'équipe du lycée, l'avertissant que Ben était inconscient. À l'arrivée de Justine sur les lieux, l'adolescent avait heureusement repris ses esprits. L'infirmière finit de noter la pression artérielle sur le dossier d'admission avant d'adresser un sourire impersonnel à Justine. Le médecin va venir l'examiner dans quelques instants. Merci. S'adossant au dossier, il appuya la nuque contre le mur et leva la tête au plafond, le contemplant comme tant de pères avaient dû le faire avant lui. À peine plus grande qu'un box, la pièce ne contenait que la chaise et le lit sur lequel son fils était allongé. Malgré le bras dont celui-ci se recouvrait les yeux pour se protéger de la lueur du néant, on voyait l'énorme bosse entouré d'hématomes qui s'était formé sur sa tempe. « Tu tiens le coup ?»« Oui, lâcha Ben sans bouger les lèvres. Justine croisa les mains sur ses genoux. L'attente était le moment le plus difficile, il le savait d'autant plus que ce n'était pas la première fois, loin de là, qu'il accompagnait son fils aux urgences. La liste avait commencé lorsque Ben, âgé de 3 ans, après avoir escaladé le siège des toilettes pour jouer avec la bombe de mousse à raser posée sur la tablette du lavabo, était tombé et s'était fondu la lèvre. Résultat, 3 points de suture. Pour la chute du vélo, il en avait fallu 9. À 8 ans, il s'était cassé le bras en faisant du skateboard et 2 ans plus tard, un match de football un peu trop viril avait occasionné une déchirure des ligaments croisés du genou. Bref, c'était un jeune garçon comme les autres, ne tenant pas en place et doté d'une prédilection pour les acrobaties et les sports extrêmes. Grand, musclé, athlétique, c'était le portrait craché de son père d'après leurs amis. Justine était toutefois bien conscient que Ben ressemblait aussi à sa mère, Lorna, dont il avait hérité la forme de la bouche, le sourire et l'intelligence, mais Dieu merci, pas la propension à dilapider celle-ci en entreprise futile. Au collège, Ben avait collectionné les bonnes notes sans se donner beaucoup de mal, mais le lycée lui donnait davantage de fil à retordre. Jusqu'à présent, ses résultats restaient satisfaisants, et Justine espérait que ses notes continueraient à se maintenir au-dessus de la moyenne. C'était important pour son avenir. Cela lui permettrait d'être admis dans les meilleures universités et de réussir sa vie. Lui au moins pourrait avoir une profession intéressante, viser plus haut qu'un poste de chef d'atelier de réparation de carrosserie. Être son propre patron permettait certes de gagner correctement sa vie, et Justine aimait son métier de restaurateur de voitures de luxe. Grâce à ses revenus, il disposait d'une bonne couverture santé ainsi que d'un coquet bas de laine destiné à financer sa retraite et les études universitaires de Ben. Après un fort mauvais départ dans la vie, il s'en sortait plutôt bien, mais il voulait que son fils bénéficie des possibilités qu'il n'avait pas eues. La poignée de la porte s'abaissa. Vêtue d'une blouse blanche, une doctoresse entra. Son nom était brodé au-dessus de la poche de poitrine, mais Justine l'aurait reconnu de toute façon. Stupéfait,
Il laissa le nom qu'il n'avait pas prononcé depuis 15 ans franchir ses lèvres. Shandy. En entendant ce diminutif réservé aux intimes, Shandy tourna la tête en direction de l'homme qui s'était levé de son siège. Tout à son patient, elle n'avait prêté aucune attention à celui qui l'accompagnait. Quant au nom du blessé, Ben McCall, il était si courant qu'elle ne s'était pas inquiétée. Elle se sentit vaciller sous le choc. Quelle était la probabilité entre tous les McCall des États-Unis de tomber sur celui qu'elle connaissait? Un 5 mars de surcroît, 1 pour 1 milliard. Le destin ne manquait pas d'ironie. Il n'y avait aucun doute, l'homme debout en face d'elle était la version adulte du garçon dégingandé à la tignasse hirsute qu'il avait abandonné sur un trottoir en plein hiver voici 15 ans. Le temps avait été clément avec lui, sa carrure s'était épaissie et son visage avait gagné en séduction. Seuls ses yeux demeuraient inchangés, toujours aussi bleus. Elle découvrit qu'il produisait sur elle le même effet que jadis. « Justine » murmura-t-elle, les jambes flageolantes. « Shandy, c'est bien toi ?»« Oui. » À l'aide d'une profonde inspiration, elle parvint à se ressaisir. Elle n'avait plus rien de la jeune fille naïve qui l'avait aimée à la folie et avait perdu son bébé, ni de la créature désespérée qui avait vainement attendu la moindre nouvelle de sa part. Faisant appel à sa réserve professionnelle, elle s'avança vers le lit, se souvenant qu'elle était rompue à l'art de soigner les traumatismes, y compris les siens. Chose trappe du destin ou pas, elle se montrerait maîtresse de la situation. « Alors Ben, dit-elle d'un ton soigneusement désinvolte, il paraît que tu t'es fait assommer par une balle de baseball ?»« Ouais, » marmonna l'adolescent. « Pété ne m'a pas raté. Si tu avais porté un casque, ça ne serait pas arrivé. » La bosse et les échymoses témoignaient clairement de l'absence de toute protection. « Je l'ai appris à mes dépens. Je ne te le fais pas dire. » Elle continua à lui parler tout en l'examinant. « Alors quel âge as-tu ?»« 14 ans. Et déjà au lycée, s'étonna-t-elle en jetant un coup d'œil à son dossier. « En seconde, confirma-t-il. J'ai sauté une classe dans le primaire. La saison de football va bientôt commencer. Cela m'ennuierait de faire faux bond à mon équipe. » Sous ses sourcils froncés, elle remarqua que ses yeux avaient le même teinte que ceux de Justine. L'enfant qu'elle avait perdu aurait-il hérité des mêmes prunelles bleues pervenches? Une pensée qu'elle chassa aussitôt pour se concentrer sur l'examen. « Tu devrais être sur pied d'ici là. Par contre, le port du casque sera désormais obligatoire pour tous les sports sans exception. »« D'accord, j'ai sommeil, je peux m'endormir ?»« Un instant, touche d'abord ton nez. » Levant son bras valide, Ben essaya et son index atterrit sur sa joue. « Touche le bout de mon doigt, » ordonna-t-elle en déplaçant lentement la main devant lui. Il échoua de nouveau. Elle recula. « Ben souffre de désorientation, annonça-t-elle à Justine. « Je vais ordonner un scanner cérébral. Le choc a peut-être produit une commotion, voire une lésion. » Un hochement de tête lui répondit. « Va pour le scanner. » « Je vais appeler un brancardier qui viendra l'emmener dans quelques minutes. » Shandy battit en retraite avant que Justine ne puisse lui poser la moindre question. « Tu as l'air d'avoir croisé un fantôme » remarqua le docteur Page Walter quand Shandy entra dans la salle du poste infirmier. La quarantaine, jeune et dynamique, Page était spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice pour les enfants. Au cours des dernières années, Shandy et elle étaient devenus amis. Le pire que je pouvais croiser. Un ex-petit ami de l'époque du lycée. Son fils vient d'être admis à la suite d'un accident sur un terrain de sport. Un fils de 14 ans, à son grande dame. Shandy constata que sa main tremblait de colère. Malgré ses serments d'amour et de fidélité, Justine n'avait guère perdu de temps pour la remplacer et renverser dans le foin une autre pauvre fille éperdue d'amour. Demande à Brian de se charger du dossier. Également pédiatre, Brian venait prêter main forte aux urgences en raison du beau temps, qui, comme Shandy l'avait prévu, drainait son lot de victimes. La salle d'attente regorgeait d'enfants exhibant des plaies et bosses diverses récoltées dans des jeux de plein air. Il est tout aussi débordé que moi, et franchement je peux supporter la vue de Justine. Moi j'en serais incapable, rétorqua Page, la mine indignée. C'est toujours embarrassant ou douloureux de croiser un ex. Ça ira. Nous nous sommes séparés il y a 15 ans. Ce n'est pas comme si nous avions été mariés. Il est juste parti vivre ailleurs, et nous nous sommes perdus de vue. Son indifférence affichée parvint à ébranler le scepticisme de son interlocutrice. Ce que j'en disais, c'était pour toi. Oh, avant que je n'oublie, Craig veut t'inviter au restaurant. Médecin anesthésiste,
Craig était un ami du mari de Paige et Shandy avait fait sa connaissance il y a quelques semaines, lors de la soirée d'anniversaire d'un collègue. Âgé de 37 ans, il avait l'air sympathique, quoique un peu introverti. Devant le regard rempli d'espoir de Paige, Shandy fléchit. D'accord, dit-elle, un soupir aux lèvres. J'accepterai la condition qu'Ahmed et toi veniez aussi. Après dîner, si cela se passe bien, on pourrait aller au cinéma. Paige sourit. Ne t'inquiète donc pas, tout se déroulera le mieux du monde. Craig est un garçon qui gagne à être connu. Je me charge de tout organiser et je te tiens au courant. Entendu. Shandy, le résultat de la radio de Jonas Garland vient d'arriver, avertit une infirmière. Merci. Après s'être assuré que Ben se trouvait au service d'imagerie médicale pour y passer le scanner, Shandy lut le rapport du radiologue qui confirmait son diagnostic. Fracture de l'humérus, elle prit la direction de la chambre du petit Jonah, 7 ans, pour lui annoncer qu'il allait devoir porter un plâtre pendant les 6 semaines à venir. Ben avait été emmené par le brancardier et Justine s'ennuyait ferme en salle d'examen. Elle aurait dû prendre un livre avant de partir pour l'hôpital, mais dans sa hâte, n'y avait pas pensé. Il ne lui restait plus qu'à prendre son mal en patience, son dérivatif pour le distraire de ses pensées. Shandy McDaniel, la dernière personne qu'il s'attendait à trouver ici. La tête appuyée contre le mur, il ferma les yeux. Il avait dû se faire violence pour couper les pans. Une fois à Chicago, il avait compris qu'il n'avait pas d'autre recours et qu'il valait mieux ne plus lui donner de nouvelles. Non, sans regret. La tentation d'entendre sa voix avait parfois été si forte qu'il avait bien souvent commencé à composer son numéro puis raccroché avant le dernier chiffre. Pendant des mois, il avait pensé à elle jour et nuit. Il lui avait écrit des centaines de lettres sans jamais les envoyer. Qu'aurait-il pu lui dire? Impossible en effet de lui avouer la vérité. Il détestait Chicago et était passé d'une maison agréable dans un quartier correct, au bas-fond. Son frère Derek flirtait avec la délinquance et Justine devait sans cesse intervenir pour éviter au jeune garçon de se mettre dans des situations épineuses. Loin d'être le bon samaritain promis, leur oncle se révélait un ivrogne, complètement indifférent à leur sort, et l'aide qu'il avait promise à leur mère pour les élever ne se matérialisa jamais. Livré à lui-même, Justine comprit rapidement qu'il devrait se dépêcher de grandir pour se défendre dans la jungle urbaine et échapper aux gangs. Désormais, Shandy se trouvait dans un monde qu'il ne pourrait plus jamais réintégrer. Quitter Chicago pour la rejoindre alors que sa mère se débattait pour survivre et nourrir ses enfants était hors de question. Et malgré tout l'amour qu'il lui portait, il avait dû renoncer à Shandy. Craignant de provoquer sa pitié, il avait préféré ne lui fournir aucune explication. Shandy McDaniel, fille de l'une des plus vénérables familles de Cheny et petite-fille de l'homme le plus riche de la ville, aurait sans doute tenté d'intervenir, d'arranger la situation. Or, dans le quartier déshérité de Chicago où il vivait, Justine avait compris une chose. Son sort avait été scellé à l'instant même où le vieux break familial avait quitté Cheny. Afin d'aider sa mère à joindre les deux bouts, il avait pris un emploi de manutentionnaire dans un supermarché de l'East Side, et peu à peu avait fini par déserter le lycée. De toute façon, il n'y connaissait personne et avait même dû renoncer à la pratique du baseball, obligé d'occuper tout son temps libre à empêcher Derek de commettre larcins et délits. La rage au cœur, il n'avait plus ressorti son gant de cuir du placard et avait fait une croix sur ses projets d'université pour travailler, dès sa majorité atteinte en tant que mécanicien dans un garage. Les lettres de Shandy s'étaient espacées, puis elle avait cessé d'écrire. Cela valait mieux, s'était-il dit. Le rêve qu'ils avaient nourri naguère de vivre ensemble et de fonder une famille n'était plus que lettre morte. De toute façon, il avait toujours su qu'il n'était pas assez bien pour la petite fille du PDG de McDaniel Manufacturing. Le Roy McDaniel avait simplement toléré qu'il fréquente Shandy. Dans une petite ville comme Cheny, être distingué par la descendance de l'industriel de la région vous propulsait au rang de personnage fréquentable. Le fait d'être la vedette de baseball de l'équipe du lycée avait bien sûr intercédé en sa faveur. À Cheny, chacun avait une chance de progresser en fonction de son potentiel, de son travail, son distinction de classe sociale. Au contraire, à Chicago, les enseignants du lycée et les surveillants ne l'avaient considéré que comme un visage de plus, dans une foule d'élèves issus de familles à problèmes, un cas social parmi les autres. Justine promena son regard autour de la salle d'examen et observa tous ces appareils qu'il serait bien en peine d'identifier.
Leur fonctionnement ne réservait sans doute aucun secret à Shandy. La manière dont elle distribuait les ordres et assignait les tâches aux infirmières montrait qu'elle semblait avoir la haute main sur le service. Jadis, elle avait vaguement mentionné qu'elle aurait bien aimé poursuivre des études de médecine, mais sans considérer sérieusement cette option puisque, à cette époque, ils envisageaient tous deux d'entrer à McDaniel Manufacturing. Justine se sentit consolée à l'idée que son départ avait permis à Shandy de prendre son envol, de suivre l'appel de sa vocation et d'échapper à une carrière toute tracée dans les bureaux de l'entreprise familiale, carrière qu'elle aurait peut-être interrompue ou mise entre parenthèses par la suite pour devenir mère au foyer. Aujourd'hui, elle vivait sa passion pour la médecine, ce qui était bien plus gratifiant. Le rêve d'adolescent n'avait été qu'une chimère. Comprenait-il à présent? La vraie vie consistait en un long parcours d'obstacles qu'on ne franchissait quand on avait la chance d'y parvenir, qu'au prix de beaucoup de sueur et d'acharnement. Il avait travaillé comme un damné pour se procurer les moyens de quitter Chicago et offrir une vie correcte à son fils, mais revoir Shandy lui rappelait, s'il en était besoin, qu'il ne parviendrait jamais au même niveau qu'elle. Elle évoluait dans un monde de scientifiques et d'érudits, alors que lui n'était qu'un mécanicien aux mains tachées de cambouis. Shandy et ses semblables faisaient leurs courses chez le traiteur ou dans les épiceries fines, tandis qu'il remplissait son caddie au supermarché. La porte s'ouvrit pour livrer le passage au chariot-lit poussé par un brancardier. Justine bondit sur ses pieds pour s'approcher de son fils. « Comment vas-tu »« J'ai toujours mal à la tête, mais j'ai bien aimé le scanner. On m'a mis des lunettes et je n'ai rien eu à faire sinon rester allongé. C'est le lit qui a bougé. À un moment pourtant, ça a chauffé autour de mon nez. » Justine détestait voir son fils souffrir. « Le médecin va venir nous informer du résultat dans quelques instants. » Aveuglé par la lumière, Ben se recouvrit les yeux de son bras. « Tu l'as appelé Shandy ?»« Je l'ai connu au lycée. »« À Chicago ?»« Non, à Cheny, il y a bien longtemps. » Sans plus de commentaires, Ben bâilla. Depuis le choc à la tête, il semblait atteint de somnolence et Justine regagna sa chaise pour le laisser se reposer. Un quart d'heure plus tard, on frappa à la porte. Shandy entra. « Il s'est endormi, l'avertit-il. Elle ne parut pas inquiète. Laissons-le dormir. Autrefois, on obligeait les victimes de traumatisme cérébral à rester éveillées pour nous permettre d'évaluer au mieux leur état, mais aujourd'hui, le scanner nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Et qu'en est-il pour mon fils ? » Voir Shandy fonctionner en mode professionnel le fascina et il fut impressionné par l'assurance qui émanait de sa personne. Les cheveux blancs mi-longs, dont il n'oublierait jamais la douceur sous ses doigts, étaient désormais attachés en chignon. Son visage s'était arrondi, ses lèvres étaient plus pleines. Elle était devenue une vraie femme dans toute sa splendeur, qui ne portait pas d'alliance au doigt. Ben souffre d'une commotion. Heureusement, le scanner ne montre aucun signe d'hémorragie interne ni d'hématome, ce qui signifie que nous n'aurons pas besoin de le garder sous observation. Le seul remède consiste en un repos complet, pas d'éducation physique ni de baseball pendant 2 semaines, pas même un petit match entre copains ou un simple échange de balles. Pour la douleur, il pourra prendre du paracétamol. Ne lui donne pas d'aspirine, d'ibuprofène, ni d'anti-inflammatoire susceptible de provoquer un saignement. D'accord, dit Justine très attentif aux conseils qu'elle lui prodiguait. Il va falloir que tu le surveilles étroitement dans les jours à venir. Les complications surviennent en général dans les 24 heures suivant l'accident. L'infirmière à l'accueil va te donner une brochure qui récapitule tous les symptômes qui devront t'alerter. Un choc, même mineur, peut produire un syndrome de stress post-traumatique. Au bout d'une semaine, si Ben continue à souffrir de céphalées, de troubles de la mémoire ou de l'équilibre, il faudra consulter son pédiatre. Il se peut aussi qu'il se montre irritable, capricieux ou nerveux, ce qui ne changera pas de l'ordinaire. La remarque qu'il avait lancée en tant que plaisanterie ne parvint pas à dérider Shandy. Tout se passera bien s'il se repose puis veille ensuite à porter un casque durant toutes ses activités sportives. Il faut à tout prix éviter un nouveau choc à la tête. Les commotions cérébrales à répétition sont dangereuses. Je lui ferai la leçon. Elle lui adressa un petit sourire impatient, lui signifiant ainsi sa hâte de mettre fin à l'entretien. « Bien, on va te remettre la brochure à l'accueil ainsi que les documents à signer pour la fracturation des soins. » Comme elle esquissait un pas vers la porte, Justine posa la main sur sa manche avant de la retirer aussitôt. « Shandy,
Oui, s'enquit-elle, les doigts sur la poignée. Comment vas-tu? Je suis très occupé, comme tu le vois. Il y a beaucoup de patients aujourd'hui et je n'ai pas le temps de bavarder. Elle les conduisait. Malgré les années, il était toujours capable de lire sur son visage et elle savait en colère contre lui. Il le méritait. Elle avait brutalement coupé les pans sans un mot. Pourrions-nous nous retrouver pour prendre un café au jour et à l'heure de ton choix? Je dois une explication. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, répondit-elle en détournant le regard. Ta femme risque de ne pas apprécier. Je suis divorcée. Elle le fixa, les lèvres entr'ouvertes, et le souvenir lancinant de la douceur de sa bouche l'envahit. Désolé de l'apprendre. Son armure professionnelle se fissurait, laissant entrevoir une vulnérabilité à vif, à la mesure de la souffrance qu'il lui avait infligée. Elle s'en rendit compte à cet instant, et cela lui fit l'effet d'un coup de poing au ventre. Son comportement avait témoigné d'un égoïsme forcené, sous prétexte de protéger Shandy. Elle avait abandonné sans lui donner la moindre nouvelle, violant ainsi toutes les promesses qu'il lui avait faites. En réalité, seule la lâcheté et la honte l'avaient guidé. Il se refusait à ce qu'elle soit au courant de la vie sordide qu'il menait à Chicago. Il avait préféré se dire qu'elle s'en remettrait, l'oublierait et le remplacerait vite, sous-estimant ainsi la douleur qu'il lui avait infligée. La vérité, c'est qu'il l'avait abandonnée comme le dernier des rustres. J'aimerais que tu me laisses une chance de m'expliquer, de m'excuser. Elle secoua la tête. Cela ne sert à rien de remuer le passé. Je vais bien maintenant. Plongeant la main dans la poche de son jean, il en retira une carte de visite qui lui tendit. Et à son grand soulagement, elle la prit. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Je suis aussi sur Facebook, les pages de Saint-Louis. D'accord. Cela ne signifiait pas qu'elle le ferait, mais qu'elle avait simplement noté l'information. De toute évidence, elle brûlait d'envie de s'en aller. Contente de t'avoir revu, dit-elle sèchement. Ne t'inquiète pas pour ton fils, il se remettra sans problème. Et elle s'enfuit dans le couloir, sa blouse blanche flottant au vent. Un brancardier installa un Ben grognon dans un fauteuil roulant qu'il entreprit de rouler vers la sortie. Après s'être acquitté des formalités à l'accueil, Justine installa son fils dans la voiture et avant de se glisser derrière le volant, se retourna pour jeter un dernier coup d'œil à l'hôpital où travaillait le docteur Shandy McDaniel, plus belle que jamais. Cette rencontre inopinée l'avait secoué, lui rappelant toutes ses erreurs passées. Il se consola en se disant que ses errements avaient tout de même conduit à la conception de Ben, le seul bonheur de sa vie, même si celle-ci avait été accidentelle. Justine démarra. Inutile de se bercer d'illusions. Shandy ne l'appellerait pas. Ce soir-là, Shandy retira son dîner du micro-ondes avant de retrouver la carte de visite dans la poche de son pantalon. Fronçant le nez, elle remua les aiguillettes de poulet et le riz sauvage dans la barquette en plastique noir. Elle aurait dû avoir faim après sa journée de travail, mais la nourriture ne l'attira absolument pas. Soupirant, elle lut la carte. Atelier de réparation automobile. Eureka, Missouri. Spécialiste de la restauration de véhicules de luxe et de collection, propriétaire Justine McCall. Déjà au lycée, il nourrissait une passion pour les Aston Martin et Maserati de légende et lui avait confié son rêve de restaurer un jour un modèle des années 60. Toutefois, elle ne s'attendait pas à ce qu'il en fasse sa profession. Elle avait toujours trouvé séduisant, mais à 32 ans, il était devenu terriblement attirant. Elle avait brûlé d'envie de caresser l'ombre de barbe qui couvait son menton. Ses mains, toutes abîmées et noircies qu'elles soient, étaient-elles capables de la même douceur qu'autrefois? On n'avait pas remarqué un seul fil blanc dans ses cheveux, et son sourire affichait la même chaleur que jadis. Quant à ses merveilleux yeux bleus, il avait semblé lire en elle. Manifestement, il avait senti qu'elle ne voulait pas lui parler. Allumant son ordinateur portable, elle entra dans Facebook, tapa le nom de Justine et lança la recherche. Sa photo apparut en tête de liste. Flanquée de celle de deux amis qu'il avait eus en commun naguère, des camarades de lycée que Shandy ne fréquentait plus guère, c'était la magie de Facebook. On pouvait suivre au jour le jour les activités d'un individu sans jamais rencontrer la personne en question. Un clic sur la photo de Justine lui permit d'afficher son profil. Situation familiale, divorcé. Anniversaire, 30 septembre. Groupe de musique favori, les Go-Go Dolls. Elle aussi les adorait. Son cursus professionnel lui apprit qu'il avait travaillé dans des garages à Chicago avant d'ouvrir sa propre affaire à Saint-Louis. Comme s'il prenait un malin plaisir à la tourmenter,
Le sort avait voulu qu'ils se retrouvent dans la même ville et finissent par se rencontrer à l'hôpital. Peut-être s'agissait-il d'un signe du destin pour lui signifier de tourner la page. Justine avait fait sa vie, elle devrait en faire autant. L'album photo de Justine contenait essentiellement des clichés de son fils, Ben en train de pêcher à la mouche, au volant d'un kart, en pleine action sur le terrain de baseball, ainsi que quelques portraits de père et du fils ensemble, ou de Ben et sa grand-mère, la mère de Justine. Tout cela illustrait l'amour de Justine pour son fils. Point n'était besoin d'être grand clair pour deviner que son mariage s'était mal terminé. La fiche de renseignement du dossier de l'hôpital indiquait d'ailleurs qu'il avait la garde exclusive de Ben. Non, sans un pincement d'amertume et de regret, elle songea à sa promesse d'antan. Nous resterons mariés jusqu'à la fin de nos jours. Il ignorait alors la notion de divorce, mais la vie l'avait fait changer d'avis. Après avoir quitté le réseau, Shandy referma le couvercle de son ordinateur. Elle avait commis une erreur en consultant la page de Justine. Cela avait rouvert la blessure qu'elle portait au cœur. Étant donné l'âge de Ben, Justine avait dû se marier peu après son arrivée à Chicago. Pas étonnant qu'il ne lui ait jamais écrit. Il l'avait remplacé dès les premières semaines. Cet amour qui avait brûlé en elle, et l'avait consumé au fil des mois dans le chagrin et la douleur, n'avait rien signifié pour lui. Rien du tout. Son grand-père avait eu raison. Quand elle avait découvert qu'elle était enceinte, elle avait voulu se précipiter sur le téléphone pour prévenir Justine, certaine qu'il reviendrait aussitôt à Cheny. Mais le vieil homme l'en avait dissuadé. Les parents de Shandy avaient péri dans un accident quand elle était très jeune, et le Roy lui avait servi de père et de mère. Lorsqu'il lui avait conseillé d'attendre, elle lui avait fait confiance, même si elle avait protesté. Ensuite, après la fausse couche, elle n'avait plus de raison d'appeler Justine. Leur rencontre aujourd'hui lui prouvait à quel point elle avait été naïve. Jamais il ne serait revenu pour la soutenir dans sa grossesse et l'aider à élever leur enfant. Il ne l'avait jamais aimé, le Roy l'avait toujours su. Elle prit la carte de visite et les dents serrées la déchira en 1000 morceaux qu'elle jeta à la poubelle.